Très heureuse de vous retrouver pour cette émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat fait un grand pas dans l'adoption de la PMA pour toutes. Les sénateurs ont refusé de supprimer la mesure de la loi bioéthique examinée depuis hier dans l'hémicycle du Sénat. On va en parler avec le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, le sénateur Alain Milon. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis cette semaine, vous l'avez vu, nous suivons la campagne des municipales dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, direction Grenoble, la seule grande ville détenue par les écologistes. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera municipal et écologie avec cette question. L'écologie s'impose dans la campagne, mais va-t-elle pour autant profiter dans les urnes à Europe Écologie Les Verts? On en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 22 janvier. Le sud-ouest de la France se prépare à affronter la tempête Gloria. Les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont placées en vigilance orange, pluie et inondation. On fera un point sur cette tempête avec Éric Berger de la Dépêche du Midi. Il sera en direct avec nous. Édouard Philippe a condamné les coupures d'électricité revendiquées par la CGT pour protester contre la réforme des retraites. Tout cela, c'est méconnaître la démocratie, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné car ce n'est pas acceptable, a déclaré le Premier ministre lors des questions d'actualité au gouvernement. Et puis Emmanuel Macron entame une visite de 2 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Il doit notamment commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Ce sera demain au mémorial de Yad Vashem. Le président de la République qui devrait également aborder le sujet de la lutte contre l'antisémitisme lors d'une rencontre avec la communauté française de Jérusalem, alors que les actes antisémites sont en recrudescence en France. Et on débute avec le sénateur du jour, élu du Vaucluse, qui siège dans le groupe Les Républicains et préside donc la commission des affaires sociales du Sénat. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de la loi bioéthique et de ce qui s'est passé durant les premières heures d'examen du texte. Mais d'abord, un mot sur les retraites, puisque vous êtes l'un des spécialistes des retraites au Sénat. On voit des nouvelles actions, la contestation contre cette réforme des retraites qui continue, mais nouvelles actions hier de la CGT, avec notamment ces coupures de courant condamné par Édouard Philippe hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes inquiet de la contestation, de la tournure que prend désormais la contestation contre cette réforme? Je voudrais d'abord dire que la contestation, les manifestations, les grèves, c'est constitutionnel, donc il n'y a pas à contester cela. Par contre, le fait de mettre en place des actions comme celles qui ont été mises en place sur les coupures de courant haute, ça c'est dangereux. C'est dangereux pour les personnes qui sont chez elles, les personnes âgées par exemple, ou c'est dangereux pour les services d'urgence des hôpitaux ou autres. Et ça, je condamne aussi fermement que le Premier ministre l'a fait hier. Je crois qu'il a raison de le faire. On doit pouvoir dans ce pays discuter tranquillement, contester tranquillement, mais ne pas avoir toutes ces manifestations violentes. Et ces manifestations violentes sont en fait le fruit de ce qu'appelait il y a plusieurs années en arrière Jacques Chirac. On sent actuellement une fracture sociale dans le pays qui est extrêmement inquiétante, puisque maintenant il y a la contestation qui vient sur même plus M. Macron ou le Premier ministre, mais contestation des institutions, de l'ensemble des institutions, du personnel politique dans son ensemble, et ça c'est particulièrement dangereux. Heureusement, il y aura les élections municipales dans quelques jours, dans quelques semaines, et il me semble que si contestation il y a à tous les niveaux, au niveau municipal encore, les maires sont les derniers remparts de la démocratie. On vous sent inquiet par la tournure que prennent les événements. Est-ce que pour vous, le débat parlementaire qui va commencer dans quelques jours à l'Assemblée nationale, il peut se faire dans des conditions sereines?
Il faudrait qu'il se fasse dans des conditions sereines. Il faudrait surtout que le gouvernement discute de l'ensemble des mesures qu'il compte mettre en place avec l'ensemble des partenaires. Ça a été fait il y a quelques semaines en arrière. C'est dommage puisqu'on parle de cette réforme depuis plus de 2 ans maintenant. Une réforme systémique, notamment ici au Sénat, puisque nous avons nommé comme rapporteur René-Paul Savary dès le début, dès l'annonce faite par le président de la République, donc bien avant que le texte soit mis en place. Mais il faut, ce que dit souvent Gérard Larcher, une concertation constante avec l'ensemble des partenaires sociaux. La difficulté que nous avons avec le président de la République actuel, c'est que pendant pratiquement 2 ans, il a ignoré tous les corps intermédiaires. Les syndicats, les élus locaux. Et maintenant, pour reprendre le bon chemin, c'est pas évident. Pourtant, les concertations sur ce texte, elles ont eu lieu. Hein. Vous en avez été témoin ici au Sénat. Jean-Paul Delevoye est venu 2 fois lors de colloques. Oui, mais c'est nous, c'est Gérard Larcher et moi qui avons organisé ces concertations. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement s'est déplacé en personne de M. Delevoye et de Mme Buzyn. Mais ce n'est pas le gouvernement ni le commissaire qui ont organisé ces concertations. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat, et moi-même qui les avons mises en place. Et c'est pas la même chose, puisque nous, on a le pouvoir de voter, pas le pouvoir de décider de mise en place de loi. Et là, et en plus, il y a eu un autre problème important, je pense, c'est la cacophonie qui a eu lieu au plus haut niveau de l'État entre le commissaire chargé des retraites, le Premier ministre et le président de la République. Maintenant, il semble qu'il y ait une unité de voix. Je ne dis pas qu'elle est bonne. Il y a une unité de voix qui semble être remise en place entre le Premier ministre et le Président de la République, ou tout au moins le Président de la République. Maintenant, s'est tu sur le sujet, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'après tout, c'est au gouvernement de travailler. Donc, j'espère que ça se fera dans un calme, dans une sérénité plus grande que ce qui existe actuellement, mais j'en doute. Alors, le texte va être présenté vendredi en Conseil des ministres. Est-ce que, pour vous, on peut encore parler de réforme? Une partie de la droite dit que non, ce n'est plus une réforme puisqu'il y a dans le texte. Je n'irai pas jusque-là. S'il y a réforme systémique quand même, il y a réforme. S'il y a suppression de certaines caisses de retraite qui ne marchent plus actuellement parce qu'il y a moins de cotisants que de retraités, il y aura réforme. Ce sera. Donc pour vous, s'il y a réforme systémique, c'est-à-dire mise en place du système par points, pour faire un peu simple, même s'il n'y a pas l'âge d'équilibre, l'âge pivot, pour vous, c'est quand même une réforme? Pour moi, c'est une réformette. Une réformette. Donc il faut. Est-ce que vous souhaitez que l'âge pivot, l'âge d'équilibre soit réintroduit clairement dans ce texte? Ça s'imposera à un moment ou à un autre, ne serait-ce que financièrement parlant, puisqu'on ne peut pas faire autrement. De tous les calculs qu'on peut faire, on n'est pas là pour, excusez-moi du terme, mais on n'est pas là pour emmerder le monde. On est là pour essayer de trouver des solutions pour permettre aux Françaises et aux Français d'avoir une retraite convenable et une retraite convenable qui dure le temps de leur vie, le temps de la fin de leur vie. Et si on ne pense pas à un moment ou à un autre à un âge limite, à un âge pivot, si on ne met pas en place, il s'imposera de lui-même avec le temps. Et puis on aura l'occasion d'en reparler avec vous, puisque le texte devrait arriver au Sénat au mois d'avril. On va parler d'un autre texte, puisque le Sénat a débuté hier l'examen de la loi bioéthique. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Alain Milon. Bonjour. Le Sénat a donc débuté hier l'examen de la loi bioéthique et au bout de quelques heures de débat, il a été beaucoup question de la PMA pour toutes et on y vote déjà plus clair sur les positions du Sénat. Oui, effectivement. Hier après-midi, les sénateurs ont donc commencé l'examen de ce projet de loi sur la bioéthique. En séance était discuté le fameux article 1, cet article qui autorise la PMA pour toutes les femmes, y compris donc les femmes seules et les couples de femmes. On rappelle que la semaine dernière, en commission, les sénateurs avaient donné leur feu vert à la PMA pour toutes avec des réserves. Cependant, la commission en effet avait instauré le remboursement garanti uniquement dans les cas d'infertilité médicale. Hier, lors de la séance publique, le Sénat a donc donné son accord à la PMA pour toutes les femmes. Les amendements qui rejetaient cet article 1, en effet, ont été rejetés. Les amendements qui voulaient supprimer cet article 1 ont été rejetés par 162 voix contre 126 avec 37 abstentions. Lors des 3 heures de discussion générale, hier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a pris la parole. Le gouvernement a voulu rassurer et répondre aux critiques qui dénonce la création d'un droit à l'enfant. Écoutez. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Tout projet parental formulé dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation est déjà, dans le droit en vigueur,
soumis au respect de l'intérêt de l'enfant à naître, et il continuera de l'être. Alors on le sait, une partie de la droite est très farouchement opposée à cette ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est le cas de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Écoutez. Si on estime vraiment, parmi nous, que les enfants désormais n'ont plus besoin de père, alors qu'on ne le prouve pas à 90%, mais à 100%, ce que j'observe, c'est que dans ce texte, celui qui prend tous les risques, c'est l'enfant. La gauche, elle a défendu dans l'hémicycle cet article autorisant la PMA pour toutes. La sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie a par ailleurs évoqué les pressions dont les sénateurs sont l'objet. Écoutez. Faites le deuil de la famille idéale, car elle n'existe plus, le papa, la maman, les enfants. C'est déjà autre chose qui se passe. Chacun a subi des pressions. Aujourd'hui, nous subissons des pressions. Encore à l'instant, j'ai reçu dans l'hémicycle un courrier d'une association faisant pression sur nous. Alors je vous le dis à tous, les Français sont prêts. Résister aux pressions, ce sera votre honneur. Alors selon nos informations, ce tract dont parle Marie-Pierre de La Gontrie, ce tract a été envoyé par l'association Pro-Vie Alliance Vita. Dernier élément de contexte à vous donner, sachez que Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, a assisté au débat depuis la tribune du public et une manifestation était également organisée devant le Sénat hier soir. Une centaine de personnes qui manifestaient donc contre la PMA. On rappelle que ce projet de loi doit être débattu pendant une quinzaine de jours, vote final prévu début février. Merci beaucoup Fanny pour ces explications. Le Sénat a donc fait un premier pas vers la PMA pour toutes en ne la supprimant pas du texte. L'article devrait être voté dans la journée, a priori. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure de la PMA pour toutes? Vous attendiez un tel vote ou vous pensez que ça serait plus serré? Non, je m'attendais à un vote assez confortable. Plus serré, non. Les esprits évoluent sur le sujet, ils évoluent beaucoup. Et c'est un vote qui est satisfaisant pour le président de la commission spéciale. C'est-à-dire vous. Le nombre d'opposants dans votre camp à droite a diminué. On se souvient de cette tribune qui a été publiée fin 2018 où quasiment 75% de votre groupe s'opposait à la PMA pour toutes. Hier, ils étaient environ 57%. Comment vous expliquez ces revirements dans votre camp ? Je pense qu'à force d'entendre, d'écouter et peut-être d'aller sur le terrain aussi, parce que Bruno Retailleau a raison de dire qu'une loi ne doit pas être compassionnelle. Il n'en demeure pas moins vrai que quand on va sur le terrain, on rencontre des couples de femmes ou des femmes seules qui nous disent, à suite des accidents de la vie, elles se retrouvent seules, mais qu'elles ont quand même envie d'être maman. Et donc, il nous faut, à nous, adapter la loi à ces changements de société qui sont extrêmement importants, en faisant bien attention que cette adaptation doit quand même entraîner des systèmes de sécurité et pour les femmes et pour l'enfant, et pour les enfants, c'est une évidence. C'est ce que nous allons faire après le vote de l'article 1. Bruno Retailleau, vous le disiez, qui a marqué sa vive opposition à cette mesure de la PMA pour toutes. Est-ce que ce vote, c'est un échec pour Bruno Retailleau au sein de son camp? Non, sûrement pas. Bruno Retailleau est un personnage particulièrement intelligent et très humaniste. C'est un humaniste et il est incontesté dans le groupe LR et je suis prêt, moi, à me mettre à ses côtés pour me battre dans d'autres batailles par la suite. Comme lesquelles sur ce texte? Sur ce texte, il n'y en aura pas beaucoup d'autres sur ce texte. Après, il y aura évidemment tout ce qui concerne le diagnostic préimplantatoire, il y aura les problèmes de génétique, de cellules souches, mais ce sont des problèmes importants pour la recherche, donc il y aura là des discussions importantes, mais quand je parle d'autres combats, je parle dans l'avenir. Des combats politiques, je serai à ses côtés. On a à peu près compris. En tout cas, on a vu hier les premières heures de ce débat sur la loi bioéthique. C'est un débat qui s'est déroulé de manière plutôt apaisée. Est-ce que c'est grâce à la commission spéciale, selon vous, qui a été mise en place sur ce texte en amont ou pas? Non, c'est grâce aux sénateurs tout court et au Sénat qui a des débats apaisés régulièrement sur des sujets de société. Souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, du débat sur la fin de vie, qui était de la même façon beaucoup plus apaisé que ce qu'on a rencontré à l'Assemblée nationale. Il est plus apaisé, plus serein, plus tranquille. Parce que, vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a eu 2000 amendements en commission. Nous, on en a eu 250 à peu près.
Et il y a eu 2500 amendements en séance, et nous, on en a 300 à peu près. Mais sur les 2500 amendements à l'Assemblée nationale, il y en avait 2000 qui étaient identiques, et chacun avait présenté le sien de manière à... chez nous, le débat est quand même beaucoup plus calme. On se regroupe, on se rassemble sur le même amendement, et il y a une seule personne qui le présente. Après, chacun a ses convictions, c'est normal. C'est d'ailleurs souhaitable. Mais de là à aller s'écharper, non, sûrement pas. Que pensez-vous? Agnès Buzyn était là hier, oui. bien sûr, en séance. Qu'est-ce que vous pensez de l'état d'esprit du gouvernement? Est-ce que vous sentez une véritable volonté de dialoguer avec le Sénat sur ce texte? Une volonté de dialoguer, oui. Une volonté d'écoute, pas toujours. C'est pas la même chose. Une volonté de discuter, pourquoi pas. Mais d'écoute, je suis pas sûr, puisque Madame la ministre Agnès Buzyn a quand même affirmé certaines choses dans son intervention qui sont contraires à ce qui a été voté par la commission spéciale, tout au moins, qui rejoignent d'ailleurs certaines demandes faites par certains sénateurs de droite en particulier. Donc là, il y aura notamment, on va en parler sur les tests génétiques, notamment sur les tests génétiques, préimplantatoires, sur le DPI, etc. Tout à fait. Ça, vous regrettez qu'Agnès Buzyn ne vous écoute pas? Vous pensez que le Sénat ne sera pas entendu sur ces sujets? J'espère qu'il le sera un peu. De toute façon, c'est pas au niveau du gouvernement qu'il faut qu'il soit entendu. Maintenant, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, puisque c'est le Parlement qui va faire la loi. Le gouvernement propose une loi. Si en CMP, on arrive à s'entendre sur certains sujets, le gouvernement sera bien obligé de l'accepter. Et vous êtes confiant sur le fait que le Sénat va réussir à imposer un peu sa marque sur ce texte? Oui. En parlant de la PMA pour toutes, la gauche a tenté de rétablir le remboursement de la PMA pour toutes à toutes les femmes. Le Sénat la limite seulement aux PMA qui sont faites pour des raisons médicales. Pour vous, c'est un bon compromis qui a été trouvé par le Sénat. Il ne faut pas l'étendre à toutes les femmes? Je ne pense pas qu'il faille étendre le remboursement pour des actes qui ne sont pas des actes consécutifs à des maladies. La sécurité sociale a été créée à l'époque pour qu'elle puisse intervenir quand vous êtes malade. Souvenez-vous du slogan « Tu payes selon tes moyens, tu reçois selon tes besoins ». Mais c'était bien dans le cadre de maladies. À l'époque, il y en avait d'ailleurs pas mal qu'on a depuis complètement écarté. Et la seule cause qui est remboursée par la sécurité sociale et qui n'est pas une maladie, c'est la grossesse. Mais tout le reste, c'est une maladie. C'est normal qu'elle soit prise en charge. Tout le reste, c'est des maladies. Et l'IVG, par exemple, a été prise en charge par la sécurité sociale pour éviter des problèmes de santé publique. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Là, on ne peut pas dire, c'est quasiment une convenance personnelle, quasiment. Donc que la sécurité sociale intervienne, je ne pense pas que ce soit utile. Par contre, c'est ce que j'ai dit hier en séance, mais qui n'a pas été trop repris, et je le redis aujourd'hui parce que je veux que ce soit entendu, les mutuelles peuvent le prendre en charge si elles le souhaitent. Après tout, elles font de gros bénéfices. Il n'y a aucune raison que, quelque part, elles-mêmes s'intéressent à ce sujet et puissent le prendre en charge. Et ça, c'est un sujet, et là, j'y suis favorable. Très bien. Le Sénat qui a adopté également un amendement inscrivant dans le Code civil que nul n'a de droit à l'enfant. C'est parce qu'il y a encore des inquiétudes sur ce que pourrait entraîner ce texte à l'avenir et notamment la GPA? Oui. Certains considèrent que la PMA et peut-être un jour la GPA entraînent le droit à l'enfant. La ministre s'est très bien exprimée. Il n'y a pas de droit à l'enfant dans notre territoire, ne serait-ce que parce que la France protège ses enfants d'une manière assez bonne dans l'ensemble, ne serait-ce parce qu'elle a signé des accords internationaux sur le sujet. Donc le droit à l'enfant n'existe pas. Par contre, c'est évident que les femmes en particulier, mais les couples, quels que soient les couples, qu'ils aient le souhait d'avoir des enfants, ça me semble logique. Bruno Retailleau qui s'est exprimé hier durant l'examen du texte et qui a dénoncé un risque de marchandisation. Est-ce que pour vous ce risque est écarté ? Dans le cadre de cette loi-là, oui, complètement. Après, pour le reste, non, mais c'est probablement parce que la France ne se penche pas sur d'autres sujets, en particulier la GPA. C'est vrai que le risque de marchandisation ne se fait pas sur le territoire national, c'est une évidence, mais il se fait ailleurs. Et tout le temps qu'on n'aura pas, à mon avis, là je n'engage que moi, mais tout le temps qu'on n'aura pas encadré comme il faut certains autres systèmes de procréation, la marchandisation existera. Et je considère donc que ceux qui sont contre la marchandisation devraient l'être à tous les niveaux. Ce que fait d'ailleurs Bruno Retailleau. Il a proposé la non-reconnaissance des enfants nés de GPA. C'est une méthode, c'est à mon avis pas la bonne, mais c'est une méthode. Au moins il est logique. Vous ne voterez pas pour ?
Non, parce que les enfants étant nés, il faut les reconnaître. Il faut lutter contre la marchandisation en se penchant sur le sujet de manière beaucoup plus sérieuse. Et on continuera bien sûr à suivre ce texte. L'examen a débuté hier, il est prévu pour durer 2 semaines. Oui. Comme tous les jours, Alain Milon va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller retrouver Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. On va partir avec vous pour le Loir-et-Cher et la région des châteaux. Mais on part aussi pour la Chine, puisque là-bas, on y fête le Nouvel An chinois. Et oui, on n'attend pas forcément les châteaux de la Loire à l'heure chinoise, et pourtant, en effet, le Festival des Lumières Célestes, c'est son nom, et ses 39 sculptures géantes au château de Celles-sur-Cher, en Loire-et-Cher, dopent véritablement la fréquentation des lieux. Il s'agit d'une animation artistique tout à fait originale, autour de sculptures lumineuses inspirées de la fête traditionnelle des lanternes. Alors, Oriane, c'est du Made in China, certes, mais attention, c'est de la grande qualité. C'est pas tout à fait un hasard si le château de Celles-sur-Cher célèbre ainsi cette tradition venue de Chine, puisque son propriétaire depuis 2012 a eu des liens professionnels, mais aussi des liens personnels avec le pays. Et donc, dans l'ombre de 2 grands géants touristiques régionaux situés tout près de là, c'est-à-dire le château de Chambord d'une part, le zoo de Beauval d'autre part, eh bien, le château de Celles-sur-Cher avait besoin d'un coup d'éclat pour franchir un cap et retenir l'intérêt d'un public plus large que celui de la seule visite patrimoniale. C'est chose faite avec ce Festival des Lumières Célestes, qui est un spectacle éblouissant à tous les sens du terme et qui n'a pas tardé d'ailleurs à connaître le succès puisqu'il y a jusqu'à 6000 spectateurs certains soirs, notamment les week-ends, à tel point que ce spectacle a été prolongé jusqu'au 8 mars. Et bien voilà, donc Festival des Lumières Célestes. On voit donc que le Nouvel An chinois, il n'est pas oublié dans les régions. Qu'est-ce qu'il en est dans les grandes villes du centre Val-de-Loire ? Alors c'est vrai, on a souvent l'image du 13e arrondissement de Paris, mais la communauté chinoise est également présente en région et bien présente. Elle constitue une composante à part entière, bien entendu, de notre population, y compris en province. Et c'est ainsi qu'à Orléans, les festivités du Nouvel An chinois durent une dizaine de jours, c'est en ce moment, avec un programme festif et culturel qui s'adresse, au-delà de la communauté d'origine asiatique, à l'ensemble de la population. Ces fêtes se prolongent donc jusqu'au 25 janvier. Orléans, il est vrai, est jumelé depuis 2015 avec une grande ville de l'Est de la Chine, Yangzhou. Les maires des 2 villes ont même signé en juillet dernier un accord renforcé qui comprend notamment un développement des échanges étudiants entre les 2 universités de Yangzhou et d'Orléans. Voilà, pour ce Nouvel An chinois, on va parler des municipales. Pour terminer, Éric Richard, comment se présente cette campagne des municipales, notamment dans les 2 grandes villes de votre région, Tours et Orléans ? Alors, dans les 2 métropoles, en effet, à Tours comme à Orléans, les 2 maires sortants, c'est le point commun, brigueront un nouveau mandat, mais dans les 2 cas, c'est l'autre point commun, leur réélection est loin d'être acquise. À Tours, le centriste Christophe Boucher, qui fut journaliste, mais aussi qui fut le président de l'Olympique de Marseille, on s'en souvient, qui a succédé en cours de mandat au sénateur Serge Babary, pourrait avoir fort à faire face à une liste de gauche, mais également face à une liste présentée contre lui par La République En Marche. Et puis, à Orléans, le maire sortant, Olivier Carré, devra affronter Serge Rouard, celui qui fut à la fois son prédécesseur, son ami, son adjoint, mais qui est devenu aujourd'hui son plus farouche adversaire. La majorité de droite et du centre s'est rompue pour former 2 camps sur fond de polémiques personnelles. Et à ce jour, la confusion est grande et le suspense est total. Eh bien voilà, une campagne qui s'annonce agitée. Vous viendrez nous en parler, bien sûr. Éric Richard, on va regarder la une de la Nouvelle République aujourd'hui. Des vétérinaires ruraux trop rares. C'est à la une de votre journal. Merci Éric Richard. À très bientôt dans cette émission. Merci. On va continuer à parler des municipales, mais dans votre département, Alain Milon. On va regarder ensemble la revue de presse du Vaucluse avec Fanny Conquis. Et rebonjour Fanny, avant de parler municipal, on va commencer par Vaucluse Matin. Oui, effectivement, la une de Vaucluse Matin, on parle de nucléaire. Regardez cette photo du site du Tricastin, cette photo de la centrale nucléaire. Pour réduire la dépendance au nucléaire, eh bien, à l'avenir, les réacteurs pourraient être moins nombreux. C'est le cas du Tricastin. D'ici 2035, le nombre de réacteurs pourrait être divisé par 2. À la une du Dauphiné. À la une du Dauphiné, vous vous souvenez, il y a un an, on était en plein mouvement des Gilets jaunes et certaines villes où il y avait des rassemblements, il y avait eu aussi des dégradations. Et bien regardez, dans le Vaucluse, 8 Gilets jaunes ont été placés en garde à vue pour ces dégradations.
On enchaîne avec la Provence. La Provence, on parle de la grève des avocats. Regardez, nouvelle semaine noire à Avignon, que ce soit à Avignon ou dans d'autres villes de France. Les avocats sont en grève. On parle évidemment de la réforme des retraites. Les avocats contestent cette réforme qui vise à fusionner leur régime autonome avec le futur régime universel. Et on termine en parlant des municipales. Oui, on parle des municipales à Sorgues. Thierry Lagneau brigue un second mandat. Vous le voyez, il est à la tête d'une liste apolitique, une liste sans étiquette, même si on le sait, il est lié au LR. Thierry Lagneau vient de rendre sa candidature publique. La permanence de sa campagne sera inaugurée le 25 janvier prochain. Merci beaucoup Fanny, un petit mot sur Sorgues. J'y serai à l'inauguration de la permanence. Thierry Lagneau a été mon adjoint pendant 25 ans. J'étais le maire, il était mon premier adjoint. Et je serai sur sa liste, loin derrière lui, évidemment. C'est un homme de qualité, il fait un excellent travail sur Sorgues et je veux montrer aux Sorguaises et aux Sorguais qu'il a tout mon soutien. Donc vous serez là. Le message est passé. Un mot plus largement sur le Vaucluse. Est-ce que pour vous, vous sentez qu'il y a un risque de victoire du Rassemblement national dans plusieurs villes ou pas ? Ça n'est pas impossible. Je le redoute. Je ne le sens pas, je le redoute. Ça n'est pas impossible. Il y a d'abord, le Front National est déjà implanté chez nous, dans certaines villes, que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas leur faire de publicité, mais ils peuvent en effet créer d'autres maires dans d'autres villes que je ne citerai pas non plus pour ne pas concurrencer les candidats que je soutiens par ailleurs. Les candidats que vous soutenez qui sont LR, ils sont LR ou démocrates, tout court. Est-ce que vous redoutez, là aussi, un rapprochement local, sur le plan local, entre des candidats LR et des candidats du Rassemblement national ? Mais il y en a eu. Il y en a. Je suis le président des LR dans le Vaucluse et nous avons eu quelques cas, heureusement pas nombreux, de candidats investis d'ailleurs à l'époque, qui se sont ensuite rapprochés des rassemblements nationaux. Ils ont été prévenus que ce n'était pas à faire et comme ils continuent de le faire, ils ont été exclus des LR. Et dans l'entre-deux tours, s'il y a une forte dynamique du Rassemblement national ? Ce sera pareil. Ils seront exclus, clairement ? Oui. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut donner une image qu'on a reprochée pendant un certain temps aux Républicains de porosité avec le Rassemblement national ? Ben justement, c'est pour ça qu'on est très ferme sur le sujet. Je ne souhaite pas qu'il y ait de porosité entre le Rassemblement national, et les LR. Et donc, avec Jean-Baptiste Blanc, qui est secrétaire départemental, nous ferons le nécessaire pour que ça ne se fasse pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci Alain Milon d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Il est avec nous, il est là. Mais avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Allons plus loin, l'émission de Rebecca Fitoussi. Et on va écouter Jérôme Durain, le sénateur socialiste. Il était au micro de Steve Jourdain. Il a réagi notamment au climat de violence dans le pays. On va l'écouter. Jérôme Durain, un climat de violence en France, violence notamment entre 2 syndicats historiques, CGT, CFDT. Qu'est-ce que ça vous inspire ? De l'inquiétude. De l'inquiétude parce qu'effectivement, il y a une violence qui a plusieurs niveaux dans la société française. Il y a une violence dans les manifestations de tous bords, mais on a quand même perçu ces derniers temps qu'on mettait en cause les violences du côté de la police et un certain nombre de dérapages, on les appelle comme on veut, mais c'est presque attesté politiquement, tout le monde en a pris conscience. Il y a une violence sociale qui s'est exprimée avec les Gilets jaunes, qui s'exprime aujourd'hui avec le mouvement contre les retraites. Et puis il y a une violence symbolique. Il y a une violence symbolique dans la société française. Qui est due à quoi ? Qui est due, quiconque observe le fonctionnement du pays depuis l'élection d'Emmanuel Macron comprend qu'on a le sentiment quand même qu'il y a un pouvoir qui s'est un peu éloigné des gens et qui a eu des formules malheureuses. Un sentiment d'humiliation, je pense, d'une partie de la population, un sentiment de déclassement et finalement l'idée que là-haut, ils sont très loin de nous. Donc tout ça n'est pas étonnant. Les violences policières, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron ? C'est de la responsabilité de ceux qui n'ont pas endigué assez tôt ce qu'on a pu observer l'année dernière. C'est sans doute une doctrine d'emploi des forces de l'ordre qui a été mal pensée. C'est l'utilisation de techniques, le plaquage ventral, d'outils, les LBD, les GLIF4, les grenades de désencerclement, qui produisent des violences. Là aussi, il y a eu des alertes très nombreuses. Certains soutiens d'Emmanuel Macron, je pense à Jean-Pierre Mignard, François Asselineau, avaient tiré l'alarme en disant attention, il se passe quelque chose dans le pays en termes de liberté publique. Voilà, donc c'est un climat
qui est mauvais. C'est un climat qui est mauvais. Concrètement, comment mettre fin à ces tensions dans la société française aujourd'hui? Il faut réconcilier. Il faut parler au nom de tous. Quand on est le premier, on n'est pas le premier seulement pour les premiers de cordée, on est le premier pour l'ensemble de la cordée. Et visiblement, ceux qui sont au bout, loin, au dernier rang, ils ne se sentent pas emmenés. Donc il y a un sujet politique, un sujet de parole politique, un sujet de prise en considération des oppositions. Les retraites, si ça passe dans ces conditions-là, de défaut d'acceptation sociale, ça va donner quoi ensuite? Comment cette colère va-t-elle s'exprimer? Donc moi je suis inquiet parce qu'il y a eu les gilets jaunes, je pense qu'ils sont encore dans les têtes, il y a les retraites, des revendications syndicales qui ne trouvent pas à s'exprimer, et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une société qui s'effiloche, ou en tout cas qui se distend, et il faut réapprendre à vivre ensemble dans ce pays. Donc c'est le rôle du chef de l'État parce qu'il est élu pour ça. Notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La France Insoumise du Nord. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par la presse de votre région, La Voix du Nord. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Oriane. Bonjour. Merci d'être là Julien. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites, Adrien Quatennens, et cette contestation contre la réforme qui se poursuit avec de nouveaux modes d'action, nouvelle coupure de courant hier dans le sud de Paris, revendiquée par la CGT, après celle revendiquée par la CGT Énergie au siège de la CFDT. Est-ce que vous condamnez clairement ce type d'action? Je condamne l'entêtement du gouvernement, je condamne son jusqu'au-boutisme et je condamne l'idée selon laquelle la démocratie ce serait une fois tous les 5 ans et après on sautait. Vous savez, le processus qui est à l'œuvre s'agissant c'est pas du tellement une mouvement réponse social, à la question, monsieur Quatennens. Je vais vous répondre, vous allez voir. Caution, condamnation. Vous n'écrirez pas mon texte de toute façon. Je vais vous répondre comme je l'entends. Je vais vous dire une chose, on a, s'agissant du mouvement social de contestation pour le retrait de la réforme à point, exactement le même processus que celui qu'Emmanuel Macron a essayé d'employer au moment du mouvement social des Gilets jaunes. Moi, vous savez, je fais le parallèle, ça va contribuer à répondre à votre question, vous allez voir. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en y allant, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient absolument convaincus de l'idée, de la nécessité de manifester pacifiquement. Et qui, à mesure que le temps passait, et que les démonstrations se faisaient, et que la réponse du gouvernement était un mépris en règle, ont basculé de l'autre côté et ont fini par croire que la violence était une solution. Et je peux vous dire que les mêmes sont venus me voir ensuite en me disant « nous, on n'y croit plus, puisque regardez, quand on fait des manifestations, quand on respecte les formes traditionnelles et le droit à la grève, eh bien, en quelque sorte, ou à la mobilisation, à la manifestation, il ne se passe rien, puisque techniquement, le pouvoir a les moyens de continuer comme si rien ne se passait, comme si, effectivement, la démocratie, c'était tous les 5 ans. Eh bien, on a le même processus qui est à l'œuvre. Enfin, je sais que dans les médias, actuellement, il y a une petite ambiance qui voudrait laisser entendre que le mouvement s'essouffle, mais c'est un miroir déformant. Car si on veut bien considérer l'élargissement à des secteurs professionnels qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs d'être dans les mobilisations, on regarde toutes ces formes qui montrent que ça craque de partout, ces avocats qui remettent leurs robes aux pieds de leur ministre, ces pompiers qui s'allongent sur les places publiques. On a un pouvoir qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Donc moi je vous le dis, j'appelle de mes voeux à ce que la mobilisation soit toujours tranquille, pacifique, mais les formes d'action sur lesquelles vous demandez mon assentiment sont inéluctables du moment que le gouvernement entend continuer par la force à imposer un projet de loi. Non, je ne les condamne pas. Je considère moi pour ma part stratégiquement que la condition d'un rapport de force favorable à mon avis est celle du nombre, et que obtenir le seuil qui permet un rapport de force par le nombre nécessite des formes d'action pacifiques. Mais je constate effectivement qu'après 47 jours de grève, ce qui fait de ce mouvement social le plus long, le plus ample de toute l'histoire de la Ve République, on a un pouvoir qui n'a pas varié d'un iota. Parce que même la fumisterie sur l'âge pivot pour la génération avant la retraite à point, c'est effectivement un tripatouillage qui permet de faire en sorte de duper les gens. On va revenir sur le fond du texte, voilà, mais peut-être sur la forme encore. Mais simplement parce que c'est vrai que vous valorisez des initiatives plutôt sympathiques, j'entends, parce que le concert de l'Opéra de Paris, c'est forcément, ça offre une image qui est très positive. Mais quand on parle d'intrusion, alors si ce n'est violente, mais en tout cas agressive. Voilà. Et vous avez raison de préciser si ce n'est violente, parce qu'on avait dit que c'était un saccage du siège. Mais par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon vient soutenir des grévistes de la RATP qui ont eu des insultes homophobes vis-à-vis de non-grévistes, est-ce que vous estimez que c'est quelque chose d'assez logique? C'est exactement le même processus. Vous vous souvenez, les Gilets jaunes, ils étaient homophobes, ils étaient antisémites, ils étaient tous violents. Écoutez, qu'après 47 jours, des gens soient exaspérés, il va sans dire que ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi, ni personne à la France Insoumise, et c'est même dommage qu'on n'a pas du temps d'interview pour en parler, ne peut soutenir
des insultes homophobes s'il y en a eu. Quand les gens s'emportent, ça peut arriver de s'emporter. Et bien évidemment que si quelqu'un est concerné et se sent effectivement homophobe et procède à des insultes, c'est condamnable, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais néanmoins, moi je vous demande d'entendre que même si on pourrait le déplorer ensemble, cette forme de radicalisation du mouvement, elle est inéluctable dès lors que le gouvernement entend passer par la force. Enfin, entendez une chose, quand Édouard Philippe en appelle à la démocratie, eh bien moi je le redis, la démocratie c'est pas vote et puis ensuite tais-toi pendant 5 ans. Et les formes de mobilisation, la grève, la manifestation ou ces formes nouvelles, originales, presque iconoclastes de mobilisation qu'on voit dans des secteurs, je demande qu'on l'entende, qui sont quand même pas des secteurs où on a l'habitude de voir les gens manifester et on a l'habitude de les voir passer à l'action, eh bien montre qu'il y a un moment historique. À l'heure qu'il est, après 47 jours de grève, après le fait que le mouvement soit passé sur une période à laquelle les Français sont particulièrement attachés, les fêtes de fin d'année, après aussi le fait que certains Français subissent la grève et ses effets, je demande à ce qu'on entende que les premiers qui la subissent, c'est ceux qui la font, puisque consigne a été donnée à la RATP, à la SNCF, de leur faire payer d'un seul coup le poids de la grève, et bien après tout ça, à l'heure où nous nous parlons, demande l'étalement des... mais évidemment ça a été fait par le passé, il ne faut pas en plus asphyxier les gens qui se battent pour l'intérêt général depuis plus de 47 jours. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'après 47 jours de grève, à l'heure où on se parle, les Français sont toujours une majorité à soutenir le mouvement. Non, mais c'est important, à soutenir le mouvement et à être opposé à cette réforme, d'une part. Et deuxième chose, et j'en termine là-dessus, sur le caractère démocratique. Puisqu'ils soutiennent l'idée quand même d'un régime universel. Oui, régime universel qui a d'ailleurs pris beaucoup de coups dans l'aile depuis un certain temps et dont on a bien vu que l'universalité était juste un vaste alibi. On va parler du fond après. La deuxième chose, c'est... Attendez, la deuxième chose... Non, j'y viens. Mais la deuxième chose sur le caractère démocratique, c'est que souvent, Édouard Philippe, quand il n'a plus d'arguments sur le fond, et on y vient juste après, se réclame de la démocratie pour dire oui, mais M. Macron a été élu, il a été élu sur un programme. Alors, je sais que je le répète beaucoup parce que je crois que la répétition fixe la notion, mais dans le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, c'était très clair. C'était nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. C'est un double mensonge, parce que le système par points tel qu'il nous est présenté, tel que le gouvernement veut le mettre en place, va non pas toucher à l'âge légal, tout le monde l'aura compris, mais le rendre purement théorique et pousser, contraindre les gens par un effet effectivement de baisse du niveau des pensions, par une décote, à travailler toujours plus longtemps. Donc je dis, M. Macron... Ce qui est un mouvement européen. Donc M. Macron, oui, mais c'est très juste ce que vous dites. C'est un mouvement européen, pourquoi ? Parce que la Commission européenne, Bruxelles, a déjà depuis quelques années, avant même François Hollande, envoyé des circulaires de directives s'agissant des retraites, parce que pour eux, la solution... ça n'est pas le partage de la richesse produite. Pour eux, la solution, c'est que les gens travaillent toujours plus longtemps. Moi, je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus. Travailler plus longtemps n'est pas la solution inéluctable. Et en plus, ça ne fonctionne pas en France. Vous avez un actif sur 2 qui, à l'âge d'arriver en retraite, n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Donc, travailler plus longtemps, ça va avoir un effet. C'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active, le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Ce qu'Emmanuel Macron prétend faire comme économie sur les caisses de retraite, il va venir le alourdir sur les caisses du chômage. Voyez-vous, c'est tout ce que ça va produire. Par contre, effectivement, travailler plus longtemps, c'est la solution de celles et ceux qui refusent l'évidence. C'est qu'il faut partager la richesse produite. On nous parle du ratio entre actifs et retraités. Mais personne ne dit qu'un actif aujourd'hui produit 3 fois plus qu'un actif dans les années 70, que la productivité a augmenté. Alors où va cette richesse produite ? Car vous devez bien considérer que seul le travail humain produit. Si vous mettez du capital dans un coffre, que vous revenez 3 mois plus tard, sans qu'il n'y ait eu de travail humain, sauf à ce que vous soyez magicien, il y a forte chance que vous retrouviez exactement la même somme dans le coffre. Le travail humain seul produit, et une part de plus en plus importante de la richesse produite est passée des poches du travail aux poches du capital. Raison pour laquelle, sur le fond, moi je le dis, travailler plus longtemps n'est pas la solution. Ça n'est pas non plus désirable si on veut bien considérer que l'espérance de vie en bonne santé dans le pays est à 63 ans. Et je demande que tous ceux qui nous écoutent comprennent que le fameux âge d'équilibre dont est doté le système par points ne va pas rester à 64 ans. Il va se décaler génération après génération. Plus le temps va passer, plus ils vont de manière automatique, presque sous forme d'algorithme en quelque sorte, décaler l'âge d'équilibre pour pousser les gens à travailler plus longtemps. Ça n'est pas une bonne solution, vous savez, pour financer ce que nous proposons, ce que nous avons présenté avec la France Insoumise, un contre-projet complet. Il n'y a pas besoin de faire la révolution, hein.
Nous avons la logique inverse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa logique est austéritaire, comptable, budgétaire. Il dit « je veux contenir la part des richesses consacrées aux retraites », espérant que les gens fuient vers la capitalisation. Et pour contenir cette part des richesses, il fait de la variable d'ajustement la vie des gens, notamment à travers l'âge auquel vous pourrez partir avec une pension à taux plein. Moi, je veux renverser la logique. Quand on fait de la politique, ce n'est pas la comptabilité et les règles budgétaires qui doivent dicter la réalité sociale, c'est la réalité sociale qui est un but, et on met la comptabilité à son service. Mais alors justement, qu'est-ce que vous proposez comme mesure de financement à votre programme qui, je le rappelle, votre contre-proposition, c'est retraite à 60 ans, c'est un minimum vieillesse porté au seuil de pauvreté, je crois que c'est le minimum garanti au SMIC. Pour une carrière complète. Pour une carrière complète. Tout ça avec une part du PIB qui va consacrer aux retraites qui serait augmentée à 16%. C'est-à-dire quasiment inégalé, au moins en Europe ou dans l'OCDE. 2 points de PIB de plus. Oui, mais ce n'est pas égalé dans le CDE. Mais attendez, ce qui n'est pas non plus égalé. Alors, concrètement, comment vous financez ces mesures qui paraissent un tour de force, étant donné qu'aucun pays de l'OCDE n'est capable de le faire? Bon, écoutez, d'abord la première chose, avant de s'intéresser à la comptabilité, et je vais vous répondre, c'est est-ce que c'est désirable? Vous-même, est-ce que ça vous plairait d'avoir la garantie de pouvoir partir à 60 ans? Vous savez, depuis quelques mois, on ne parle de la retraite que comme si c'était un problème. Vous savez, une équation, un problème de maths à résoudre. D'abord, dire une chose. Est-ce que travailler est un problème? Non, moi je ne le dis pas, mais ça l'est souvent. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il y ait des gens tout à fait enthousiastes dans leur travail, qui se réalisent, qui se plaisent dans leur travail. Pour le dire autrement, que le travail ne soit pas qu'aliénation, ça peut faire accord entre nous. Pour autant, vous devez bien considérer que beaucoup de gens sont épuisés par leur travail et qu'arrivé à 60 ans, on aspire à autre chose que de continuer. Il y a des tas de métiers qui sont pénibles dont la pénibilité n'est pas reconnue. Donc le travail n'est pas toujours pénible, mais il l'est bien souvent. Et puis le progrès, presque de manière philosophique, ça a toujours été de considérer, à mesure que le progrès avançait, qu'on pouvait peut-être se libérer du temps. C'est un débat presque philosophique, mais je vous pose la question, elle mériterait plus que le temps qu'on a pour discuter. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin? C'est une vraie réflexion. Surtout dans un contexte où nous achoppons sur la question climatique, qui pose aussi la question de notre modèle de production. Mettons ça de côté, ce serait beaucoup trop long. Mais donc, sur la question du financement. Donc sur la question du financement, effectivement, moi je propose avec la France Insoumise que nous revenions à la possibilité de partir à 60 ans, c'est-à-dire un âge décent si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé, avec effectivement aucune retraite sous le SMIC pour une carrière complète, avec le fait que personne ne vive sous le seuil de pauvreté en dessous duquel tout le monde sait qu'on ne vit pas mais qu'on survit, et la question bien évidemment de la comptabilité arrive. Comment vous financez tout ça? Je l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire la révolution. Jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté à peu près proportionnellement, ça se vérifie d'ailleurs statistiquement, la part des richesses consacrées aux retraites. Moi je le dis simplement, si nous avons plus de besoins, il faut consacrer une part de richesse effectivement supérieure pour financer les mesures que je viens d'égrener avec vous et que vous avez d'ailleurs bien apprises, et je m'en réjouis. Il faut 2 points de PIB de plus d'ici à 2040, c'est-à-dire passer effectivement des 14% d'aujourd'hui, c'est un peu technique, à 16%. Très franchement, ce n'est pas la révolution. Et il y a des mesures à réaliser qui sont assez simples. D'abord, tout le monde nous dit que la grande cause du quinquennat, ça ne se vérifie pas bien d'ailleurs si on veut bien considérer les moyens déployés, ce serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Bien, si vous faisiez l'égalité salariale entre les femmes et les hommes aujourd'hui, là, à l'instant T, vous savez que les femmes gagnent en moyenne 22% à travail égal de moins que les hommes. C'est un problème, je pense que tout le monde en est d'accord. Si vous solutionnez cette question et que vous payez les femmes au même niveau que les hommes, eh bien, compte tenu des hausses de cotisations et de recettes qu'il y a dans les caisses, vous financez pour l'instant T, à court terme, la retraite à 60 ans. Mais à plus long terme, le Conseil d'orientation des retraites, qui je crois fait plutôt référence dans nos débats actuellement, montre bien que toutes les projections économiques indiquent qu'il n'y a pas de contradiction entre l'augmentation à moyen long terme du salaire net et de la cotisation, dans un niveau qui est relativement indolore. Oui, mais... Alors, quelle hausse? Parce que la hausse du coût du travail, elle est refusée évidemment par les syndicats patronaux. Mais qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs qui vous entendent et qui vous disent « Ah bah tiens, quand il va proposer son projet de retraite, finalement, ça va me coûter encore plus cher. Comment je vais faire pour vivre ?» D'abord, le travail n'a pas de coût, il a un prix. Puisqu'on vient de se dire tout à l'heure que seul le travail humain produisait. Je vous ai dit, si vous mettez du capital et que vous revenez sans travail humain, vous retrouverez le même. Donc le travail a un juste prix, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je considère qu'il est effectivement trop mal payé. Je veux vous faire cette petite confidence. Vous me dites, voilà, si on augmente les cotisations,
on aura un problème. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand le modèle sécurité sociale a commencé, on était autour de 9% de cotisation. On est aujourd'hui autour de 18%. Et 17%, il s'agirait pour nous là de passer à 19%. Et ça augmenterait effectivement moins vite que les salaires. Donc ce serait relativement indolore. Mais qui plus est, quand on voit, et là j'inclus y compris là-dedans les grandes entreprises, on nous dit qu'on parlez surtout des grandes entreprises. Oui, mais c'est important parce que c'est l'ensemble des entreprises mais ça participe à l'ensemble du... Mais même aux petits entrepreneurs, je vais vous dire, même aux commerçants, dont on a beaucoup parlé dans le conflit, vous savez, les commerçants dont on nous dit ils ont subi de plein fouet l'impact de la grève. Moi, je vais vous dire une chose, je m'adresse à eux, aux petits artisans, aux petits commerçants. Et je leur dis, vous-même, comme futurs retraités, vous n'avez pas intérêt à l'instauration de ce système par points qui va en quelque sorte contenir la part des richesses consacrées aux retraites. Mais qui plus est, sans attendre que vous soyez de futurs retraités, vous êtes aujourd'hui des commerçants, des artisans. Vous avez donc intérêt pour que vos affaires fonctionnent, que les gens soient bien payés, que les gens aient des revenus décents. Et donc les commerçants, vous avez aussi intérêt à ce que les retraités de ce pays ne soient pas demain précarisés, mais aient les moyens de venir dans vos boutiques consommer. Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'une chose, moi je vous le dis, avec des indicateurs qui montrent que sur la production de richesse, la distribution de la valeur va à 67% dans la sphère financière, les dividendes, l'actionnariat, 25% seulement dans les investissements et 5% dans la hausse de salaire, vous ne relancez pas une économie. Est-ce qu'on peut essayer de s'accorder sur le fait que quand vous augmentez les petites payes, quand vous augmentez les bas revenus, vous favorisez toute l'économie. Parce que vous savez comme moi que si vous augmentez les revenus de ceux qui ont des bas revenus, ils ne vont pas aller faire boursicotage, Versailles et tout le reste. Ils vont faire quoi? Ils vont injecter directement le supplément de revenus dans l'économie réelle. Et ça bénéficie à tout le monde. Ils vont mieux consommer en quelque sorte. Donc c'est positif que d'augmenter les salaires et les cotisations. Quelque chose que je n'ai pas vu dans votre projet, ou peut-être que ça m'a échappé. C'est tout à fait possible. Peut-être. Bien des choses m'échappent dans ce monde. Est-ce que vous conserverez des régimes spéciaux dans votre projet? Nous voulons aligner les régimes de la pénibilité, étendre leur reconnaissance. Nous sommes plutôt favorables à l'idée de l'universalité, mais pas au prix d'un régime universel, mais pas le même. Pas au prix d'un alignement général par le bas. Voilà. Parce que les régimes spéciaux... Donc vous supprimeriez les régimes spéciaux? Nous alignerions la reconnaissance de la pénibilité. Mais écoutez, si vous voulez écrire mon texte, me faire dire que je condamne telle forme d'action, que je supprime telle chose... Ce que nous voulons, les régimes spéciaux... Non mais d'abord, les régimes spéciaux en tant que tels, je veux m'y arrêter, ne sont pas un problème. Vous savez, on nous dit il y a 42 régimes, c'est insupportable. D'abord, il n'y a pas 42 régimes. 42 régimes, ça n'existe nulle part, sinon dans la bouche d'Édouard Philippe. D'accord? Parce que par exemple, un des systèmes les plus complexes au monde. Mais attendez, est-ce que le nombre de régimes est proportionnel à la complexité? Moi, je ne sais pas. Vous pourriez me dire il y a 150 régimes, que ça ne me ferait pas transpirer si vous arrivez à me justifier que, en gros, il y a une histoire sociale qui justifie leur existence, qu'il y a quelque part... Non, mais attendez, il y a un contrat social dans la plupart de ces entreprises qui sont concernées par des régimes spéciaux, qui a été signé en quelque sorte, où les gens, moyennant des conditions de travail un peu différentes, et de rémunération, avaient la contrepartie de pouvoir partir plus tôt à la retraite. Donc, et puis d'ailleurs, si vous considérez par exemple la SNCF, vous savez comme moi qu'en réalité, ces régimes spéciaux, ils ont déjà quasiment été écrasés. Donc il faut qu'on arrête un peu. Le pari d'Emmanuel Macron dans l'affaire, c'est que la jalousie des Français entre eux va être supérieure à l'aspiration à de bons niveaux de retraite. D'abord, dire une chose, je le dis à tout le monde, 42 régimes, c'est faux. Ça n'existe pas. Monsieur Delevoye a en quelque sorte ajouté autant de régimes qu'il a oublié de lignes dans sa déclaration à la haute autorité. Parce que par exemple, pour obtenir 42 régimes, il a procédé à cette opération que des régimes qui aujourd'hui sont fusionnés, je pense par exemple à Agir Carco. Tout le monde sait qu'Agir Carco aujourd'hui, ça a été fusionné. Pour en comptabiliser 42, ils ont finalement scindé les deux. Il y a Agir et il y a Arco. Nous, on n'en a pas parlé, on parlait seulement des régimes. Le ministère de l'Intérieur, c'est quelque chose comme, il dit 23 régimes. Des guillemets. Non mais donc, il faut étendre la reconnaissance de la pénibilité, c'est absolument essentiel. Adrien Quatennens, on a bien entendu vos propositions. Les forces de gauche présentent ce matin leurs propositions pour garantir l'avenir du système de retraite. Alors il y a le PS, Europe Écologie Les Verts, Génération, mais pas la France Insoumise. Pourquoi vous êtes désolidarisé de cette démarche? Il ne s'agit pas de dire qu'on s'est désolidarisé. Vous allez vite comprendre une chose, c'est qu'on est dans un moment où le mouvement social se porte sur un mot d'ordre qui est le retrait de ce texte et le retrait de la réforme des retraites par points. Et je crois toujours, compte tenu de ce qu'est l'opinion et de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'interview, que ce retrait peut être obtenu. Donc je pense que le bon cadre commun de travail est un cadre qui permet de favoriser l'action, de l'aider, de l'encourager. On a encore quelques idées parce qu'il faut des initiatives qui permettent d'élargir encore le mouvement. Mais je crois que, mis à part le fait que chacun propose ses contre-projets, et nous l'avons fait avec la France Insoumise, il y a un caractère un peu difficile aujourd'hui au fait de pouvoir s'accorder sur un contre-projet avec des gens dont certains nous disent que finalement la retraite à points ne leur pose pas trop de problèmes. Vous voyez, par exemple, on aurait quelques difficultés
à l'heure d'aujourd'hui avec le Parti socialiste. Moi, j'ai bien lu attentivement, par exemple, Madame Valérie Rabault dans les colonnes de Libération. Bon, je respecte sa position, mais au cœur du mouvement social qui réclame le retrait de la réforme par points, elle réalise une interview dont, en quelque sorte, le titre, c'est « Le problème, c'est l'impréparation du gouvernement ». Et elle nous dit dans ses colonnes que finalement... Elle dit qu'elle n'est pas opposée au principe du système par points, mais qu'elle n'est pas pour cette réforme-là. Donc écoutez, que l'on discute, que l'on s'accorde sur l'idée qu'il faille le retrait, c'est absolument nécessaire. Et je m'étonne d'ailleurs que le Parti socialiste et le Parti communiste aient refusé la proposition, somme toute assez banale, d'une motion de censure proposée par Jean-Luc Mélenchon, parce que chacun sait que quand on propose une motion de censure, tout le monde a la parole. Et par le passé, depuis le début de cette mandature, quand les uns ou les autres proposaient une motion de censure, il n'y avait pas de difficulté au fait que ça se fasse. Alors que le PC et le PS je ne sais pas, mais c'est parce que vous n'êtes plus non, mais en tout cas, finalement. une chose est sûre, c'est que du coup, j'imagine qu'ils ne déposeront pas de motion de rejet préalable, etc. à l'Assemblée, puisque ils nous ont dit notamment que c'est parce qu'ils voulaient que le débat puisse se faire. Bon, bah donc ils vont pas déposer de motion. Est-ce que c'est pas dû à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui ignore certaines réunions avec le parti communiste, qui boude certaines des initiatives d'un front de gauche? On a l'impression quelquefois de sautes d'humeur qui font « tu soutiens pas ma motion de censure, eh bien je ne viendrai pas à ton m'accorder à ton projet ». Peut-être effectivement que certains membres du Parti socialiste ont des sautes d'humeur, c'est possible. Moi, ce que je veux dire en tout Mélenchon. cas, écoutez, on les a tous, les sautes d'humeur. Non, moi, ce que je veux dire en attendant, c'est que je crois que personne ne s'y trompe dans le soutien à l'action, dans le soutien au mouvement social. Il faut être très clair, il faut accompagner ce mouvement, et pour l'instant, le mot d'ordre demeure le retrait, et c'est ça qu'on doit obtenir. Et juste qu'on soit bien clair, qu'est-ce que vous allez faire au Parlement le 17 février? Est-ce que vous allez déposer un amendement de suppression de ce texte? Ça commence avant même le 17 février, puisqu'on va rentrer en commission spéciale très bientôt. Mais oui, évidemment, nous nous préparons à une bataille parlementaire qui est annoncée, mais notre espoir est toujours, d'ici à ce que nous y arrivions, que l'on puisse faire reculer le gouvernement. Mais vous préparez une bataille, ça veut dire faire des amendements au texte évidemment, du mais comme nous l'avons toujours fait. Un amendement de suppression, mais oui. Ça veut dire, mais il y aura des amendements de suppression, mais pas que. Vous savez, je veux dire, vous l'avez lu, donc on peut pas nous reprocher quelque chose à la France Insoumise, c'est qu'on s'enferme pas ni dans la contestation, ni dans la défense du statu quo. On fait des propositions sérieuses, chiffrées. Je pense que le contre-projet l'a démontré. Donc on sera dans notre rôle. En attendant, il y a une chose, il faut être à l'action. Cette semaine, le gouvernement a l'intention de présenter le projet en Conseil des ministres le 24. C'est une nouvelle journée d'action intersyndicale. J'appelle bien évidemment toutes celles et ceux qui le pourront à y participer. La veille au soir, le jeudi, vous allez voir partout en France des images de ces marches au flambeau qui vont se faire dans quasiment tous les départements. Donc le pays est toujours en ébullition et non, le mouvement ne s'essouffle pas et le retrait est toujours la solution qui est raisonnable. 2 questions sur les municipales pour terminer dans votre région. Il nous reste très peu de temps. Le Rassemblement national pourrait, notamment dans les Hauts-de-France, emporter plusieurs communes. On pense à Denain, la commune du député Sébastien Chenu. Quelle sera la position de la France Insoumise concernant un front républicain? Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, au second tour, de soutenir un candidat LREM si, d'aventure, ça permettait de faire obstacle au Rassemblement national? Nous verrons bien, mais je vais vous dire une chose, ça ne suffira pas, et c'est malheureusement, on peut le regretter, inconséquent. Je crois que la stratégie du front républicain ou du barrage, désormais, elle ne fonctionnera plus. Voyez-vous, en manifestation, désormais, il y a une chose qui est très claire, c'est que les gens nous disent, quoi qu'il arrive en 2022, et qui que soit l'adversaire de M. Macron, nous ne voterons pas pour lui. Et ça, c'est un défi considérable, parce que chacun comprend ce que ça veut dire. Donc, moi, je pense que face notamment à la montée du Rassemblement national, il est plus que temps d'arrêter de la commenter pour... en dernière instance, appeler à faire barrage. Il faut maintenant une stratégie claire face au Rassemblement national qui commence par le fait de s'adresser clairement à cette France qui est en colère, que M. Castaner veut invisibiliser parce que la circulaire détestable sur les municipales qu'a posée le ministre de l'Intérieur va invisibiliser 96% des communes. 50% de la population. Ça veut dire qu'en fait, cette France, notamment cette France des Gilets jaunes. Demande partielle de l'association. Notamment cette France des Gilets jaunes, de la France périurbaine et rurale qu'on a vu revenir sur la scène politique, et bien finalement, d'un seul trait de plume, M. Castaner la raye de la carte en quelque sorte et fera en sorte que les résultats ne seront pas pris en compte. Pour une raison que tout le monde voit, c'est qu'il y a une ambiance crépusculaire à La République En Marche. Ils sont incapables d'avancer convenablement dans ces municipales. Ils ont créé une étiquette diversante qui est un espèce d'aspirateur pour mieux masquer la réalité de leur affaiblissement. Et c'est le cas partout dans le pays. Je demande à ce qu'on l'entende. De la même manière, d'ailleurs, ça fait 2 semaines là, ça n'a pas l'air de beaucoup émouvoir, mais en 2 semaines de temps, vous avez eu 2 démissions du Parti La République En Marche par des parlementaires. Bizarrement, ça ne fait pas l'événement. Vous vous souvenez, à la France Insoumise, quand il y a des personnages que personne ne connaissait, qui n'ont été élus de rien, qui partaient... tournée médiatique, c'était absolument l'événement. Là, vous avez des parlementaires qui disent on en a ras-le-bol de ce parti. Alors, en l'occurrence, on en a parlé dans La Voix du Nord, notamment, mais voilà, donc, on parle de Valérie Petit. D'elle et d'une autre. Il y a effectivement des ministres, des parlementaires
qui ne peuvent même plus tenir leurs vœux à la population parce que plus personne ne veut les entendre. Donc il y a cette ambiance crépusculaire et personne n'en tient compte. Et on continue de dire le mouvement s'essouffle. Non, le mouvement ne s'essouffle pas, la colère est bien là, il lui faut une issue positive maintenant. Et la première étape, c'est d'obtenir le retrait de ce projet dont une majorité de Français ne veulent pas. Et on a bien compris votre message. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien Lécuyer. À la semaine prochaine, on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. On va parler aujourd'hui avec la bande de la PMA pour toutes puisque le Sénat a fait un grand pas vers son adoption hier en séance. Et puis on va parler bien sûr des municipales et de l'écologie qui s'impose dans la campagne. Mais est-ce que cela va pour autant profiter à Europe Écologie Les Verts dans les urnes? On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Et justement, nous allons aller à Grenoble, la seule grande ville détenue par les écologistes. Éric Piolle est candidat à sa succession et c'est l'heure du bilan pour lui. Il avait notamment promis de tripler le nombre d'usagers du vélo dans la ville. Audrey Vuettaz et Romane Boudier se sont rendus à Grenoble pour voir si le pari a été tenu. On regarde. Après sa victoire surprise en 2014, Éric Piolle a enchaîné les mesures coup de poing. Grenoble est devenue une ville à 30 km/h, les panneaux publicitaires ont disparu et les mobilités douces, le vélo notamment, ont été renforcées grâce à Chronovélo, une autoroute cyclable dont bénéficient même certains entrepreneurs. Jérôme Cucarolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Tout en Vélo, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui fait du transport et du déménagement à vélo. Le matériel le permet, on peut porter jusqu'à 300 kg, donc quand c'est de Grenoble à Grenoble ou juste sur les communes limitrophes, ça se fait tout à fait. Là, vous allez effectuer un nouveau chargement, c'est ça? Est-ce qu'il y a des avantages à avoir votre entreprise à Grenoble? Oui, bien sûr. Tout en Vélo, ça a commencé à Rennes. C'est une ville qui a à peu près le même nombre d'habitants, mais qui est plus étendue. À Grenoble, c'était plus dense, avec des meilleurs équipements cyclables. Par rapport à une camionnette, est-ce qu'il y a un gain de temps? En gros, il faut compter entre moins 30 et moins 50% du temps qu'on passerait avec une camionnette. Ça nous permet de faire à la fois plus de commandes et aussi de proposer un service qui soit de même qualité mais moins cher. Pour mener à bien sa politique vélo, Éric Piolle s'appuie sur la métropole. Son groupe y est majoritaire. La métropole qui a déjà déboursé 15 millions d'euros pour le vélo depuis 2014. Par exemple, ses anciennes places de parking ont été transformées en emplacements pour les vélos. Vous faites partie de l'association Grenoble à cœur. Dominique Grand, je m'adresse à vous parce que vous êtes le président. Pourquoi les vélos sont un problème pour vous qui êtes un riverain ? Alors, les vélos ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ce qui a été fait, qui a consisté à faire une autoroute à vélo en arrêtant la circulation des voitures sur le boulevard qui est juste à côté. Ils ont supposé que les voitures allaient être remplacées par le même nombre de trajets à vélo. Ce n'est pas du tout le cas. Du coup, les voitures sont allées ailleurs. C'est pour les riverains aussi une pollution qui s'est déplacée et qui a augmenté, puisque les voitures passant plus de temps à tourner émettent plus. Henri Jocteur, bonjour. Vous êtes le gérant du magasin d'électroménager derrière nous. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour vous, les vélos? L'autoroute à vélo s'est faite il y a environ 3 ans. C'est rajouté à ça de nombreux travaux à peu près partout dans le centre de Grenoble. Donc une impossibilité de circuler. On a perdu beaucoup de clients. Est-ce que vous voyez une différence sur vos chiffres? Il y a une très nette chute des ventes de grosses pièces qui sont passées en 3 ans d'environ 90 à 100 pièces à une vingtaine de pièces aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est les gros robots qui font quand même des gros chiffres d'affaires qu'on peut plus prendre en vélo. Emmanuel Collin de Verdière, bonjour. Vous êtes le secrétaire d'ADTC Se Déplacer Autrement. Est-ce qu'on peut tirer un bilan pour les transports en commun? On regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de nouvelle extension de lignes de tramway qui soit prévue avant 2030. Les lignes de tramway sont très efficaces pour inciter les gens à changer de mode de déplacement, à abandonner leur voiture et prendre des transports en commun. Et donc nous, on demande vraiment que notamment l'extension de la ligne E au sud de Grenoble soit réalisée d'ici 2025 et pas en 2030 ou plus tard encore.
Les données précises concernant le vélo à Grenoble ne seront connues qu'à la fin de l'année. Une transition a bien été amorcée pour chasser la voiture de la ville, mais on est encore loin des promesses de campagne. Éric Piolle compte sur un second mandat. Ses opposants, eux, pourraient bien s'engouffrer dans cette brèche. Voilà pour ce reportage d'Audrey Vuettaz et de Roman Boudy. On va débuter ce club. Bonjour Samuel Le Goff, Pascal Jalabert, Dominique de Montvalon. Merci d'être avec nous. Bonjour Fanny. Bonjour. On va commencer en parlant de Grenoble. On va commencer avec vous Pascal Jalabert, puisque bien sûr avec les journaux du groupe EBRA, vous suivez particulièrement la campagne à Grenoble. On a vu notamment le bilan d'Éric Piolle sur une de ses promesses, tripler le nombre d'usagers du vélo. Est-ce que dans sa campagne actuellement à Grenoble, Éric Piolle, il s'appuie sur son bilan ou il fait une campagne plus large en surfant sur la vague écolo? Oui, alors très clairement, comme tout maire sortant, évidemment, il met en avant son bilan et notamment tout ce qu'il a fait pour favoriser les modes de transport qu'on appelle doux ou bien le transport en commun. C'est vrai qu'il y a quand même cette ligne, cette prolongation de ligne de tram qui se fait un peu attendre, mais alors ça avait été enclenché, il faut quand même le dire, par la municipalité socialiste avant lui, qui avait déjà développé le transport en commun. Donc il a un bilan, il s'appuie dessus, comme ferait tout maire. Après, il a quand même une liste qui rassemble plutôt à gauche, même s'il y a une liste socialiste menée par Olivier Noblecourt, donc c'est quand même du solide, mais il a quand même une majorité qui a tenu, il a une majorité large, il a un bilan, donc c'est ce qu'il met en avant, il est très clairement le favori de l'élection. Et Grenoble, c'est un enjeu pour les écologistes. C'est la seule ville. On va parler un petit peu plus tard des écologistes dans la campagne. Mais sur Grenoble, on a Éric Piolle, le maire sortant. Et puis on a également Alain Carignon et Olivier Noblecourt. Pascal en parlait, qui est l'ancien délégué interministériel à la pauvreté. Oui, ainsi qu'Émilie Chalas, qui est députée LRM. Et c'est une ville un peu test, effectivement, parce qu'on a un maire sortant écologiste. Bon, les écologistes, d'ailleurs, espèrent gagner d'autres villes. Mais Grenoble est un peu une locomotive. À côté, ça permet de voir ce que vaut encore l'étiquette socialiste quand le candidat n'est pas le sortant, puisque 2017 a quand même été une grosse défaite. Que vaut encore l'étiquette socialiste? Pour Émilie Chalas, elle est députée LRM, c'est un peu le baptême du feu là aussi, puisqu'elle se présente sur son nom propre et elle va voir ce qu'elle pèse. Et enfin, Alain Carignon, c'est la vieille droite telle qu'on la connaît. Est-ce qu'elle est capable de résister? Est-ce qu'elle est capable encore d'exister? Il y a quand même beaucoup de divisions et on pourrait se retrouver en quadrangulaire au deuxième tour. C'était le cas en 2014, il avait une quadrangulaire, Éric Piolle avait obtenu 40,8%, donc il avait emporté face à l'adjoint au maire sortant, qui était M. Safar. Dominique, donc allons sur cette campagne à Grenoble. Je crois que d'abord, Grenoble, c'est comme dans le reste du pays, la bataille sur la réforme des retraites pollue un peu cette campagne, ou au moins a freiné jusqu'ici le véritable démarrage qui aurait dû commencer plus tôt dans la tête des citoyens de cette campagne électorale. Mais c'est une bataille effectivement emblématique. Le succès de Piolle la dernière fois avait été marquant, n'était pas absolument attendu. Et aujourd'hui, alors que les vents sont plutôt porteurs pour les écologistes en général, sa réélection est capitale pour lui-même, certes, et ses amis, mais aussi pour la cause des écologistes. Mais pour l'instant, les vents sont plutôt favorables. Et puis il y a un homme dans cette bataille à la mairie de Grenoble, c'est Alain Carignon. Comment est perçu son retour sur place, Pascal? Alors Alain Carignon, c'est très simple, c'est très clivant. Donc il a un fan club à droite qui est, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, qui est derrière lui, qui ne lâchera pas. Et puis, comme c'est clivant, il a des gens qui le détestent et qui ne voteront jamais pour lui. Donc du coup, c'est un peu paralysant pour tout le monde à droite. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas avec vous, vous êtes sûr de vous planter. Si vous l'avez avec vous, vous élargissez pas votre socle. Donc c'est pas facile. Allez, on va parler plus largement des écologistes. Les écologistes qui dirigent Grenoble, on l'a dit, mais fort de son succès aux européennes, Europe Écologie Les Verts a de grandes ambitions pour les municipales. Quelle est la stratégie du parti? Quelles sont les villes cibles? On voit ça avec Jérôme Rabier. Après leur score aux élections européennes de l'an dernier, les élus d'Europe Écologie Les Verts espèrent transformer l'essai lors des prochains scrutins municipaux. Ils ciblent désormais ouvertement les grandes villes, là où les électeurs leur sont le plus favorables. Grenoble, seule grande ville dirigée par les Verts, ne devrait pas leur échapper. Ils font aussi la course en tête à Besançon, où un sondage récent crédite la liste verte de plus de 30%. À Rouen, la campagne marquée par l'incendie de l'usine Lubrizol donne des ailes aux écologistes qui rêvent de ravir ce bastion socialiste.
À Lyon, la division de La République En Marche pourrait profiter à Europe Écologie Les Verts qui fait désormais jeu égal avec la liste officielle du parti présidentiel. À Nantes, ils sont aussi crédités de plus de 20%, mais derrière la maire socialiste sortante Johanna Roland. Enfin, à Montpellier, les écologistes font la course en tête, mais les vieux démons du parti, habitués aux divisions, refont surface. La candidate Clotilde Ollier s'est vue retirer l'investiture ce week-end et les militants locaux doivent désigner une nouvelle tête de liste, un imbroglio qui pourrait faire perdre aux Verts l'une de leurs plus grandes chances de victoire. Un peu partout en France, enfin, les écologistes auront un rôle crucial à jouer dans l'entre-deux tours, mais plus question pour eux de s'allier automatiquement avec les listes socialistes, comme à Paris, où le candidat David Béliard discute ouvertement avec le dissident La République En Marche, Cédric Villani, au risque de brouiller le message envoyé aux électeurs. Samuel Le Goff, est-ce que les écologistes, Europe Écologie Les Verts, a de bonnes raisons d'espérer dans cette campagne? Oui, parce que d'abord l'écologie est un vrai thème majeur depuis quelque temps déjà. Ensuite, il y a eu un effondrement du PS. Donc un espace s'est libéré à gauche. Et il est occupé par qui? Par ceux qui ont les réseaux, les gens sur place, qui sont capables de faire des listes. Et là, on a vu justement que La République En Marche, n'ayant pas les troupes sur le terrain, n'occupe que les grandes villes. Mais ailleurs, il faut regarder aussi le socle des villes moyennes, où l'union de la gauche, parce que c'est ça qui va gagner, ce n'est pas les écologistes, c'est une union de la gauche, et qui souvent est menée par un écologiste. Mais Éric Piolle, à Grenoble, il dirige avec un certain nombre de mouvements de gauche. Donc il ne faut jamais oublier qu'il n'a pas les mains libres. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais effectivement, les quelques grandes villes qui sont annoncées sont effectivement prenables pour un maire vert. Ensuite, il faudra voir qui a la communauté d'agglomération. Rouen, par exemple, est un bon exemple. Jean-Michel Bérégovoy peut remporter la ville, mais toutes les agglomérations autour sont socialistes, et donc la communauté d'agglomération sera sans doute socialiste. Et là, c'est un partage du pouvoir qu'il va falloir gérer pour l'écologiste. Oui, alors moi je vais dire ça dépend aussi de critères sociologiques. L'élection municipale, quand on regarde alors, les sondages, non pas dans leur globalité, mais à l'intérieur des tableaux, c'est une élection de seniors. Ce sont toujours les seniors qui font la différence sur les élections municipales. Et là, si les jeunes viennent voter, ce qui n'est pas le cas aux élections municipales, l'abstention, elle est massive, même très massive chez les jeunes. Si les jeunes viennent voter, là, ça peut changer la donne et on risque en effet d'avoir, là où la droite est aux affaires, des listes écologistes qui sont en tête de la gauche. Et après, ça va dépendre de leur capacité à faire l'union de la gauche. Comme le PS, malgré tout, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il a toujours su la faire, cette union de la gauche. Donc les écologistes en seront-ils capables? On verra, ça sera le premier banc d'essai. Le deuxième, c'est ce que vient de faire Yannick Jadot et Julien Bayou à Montpellier, qui ont exclu une candidate qui avait des possibilités de l'emporter. Pourquoi? Parce que elle était sur une liste où il y avait moins d'écologistes que d'insoumis, que de gens de l'extrême gauche, qui, face aux trotskistes de l'époque, avaient bien infiltré la liste. Donc Yannick Jadot, lui, il regarde déjà 2022 et il veut mettre en tête le drapeau vert et pas d'autres drapeaux. Et montrer que les écologistes sont un parti capables de gouvernement. gouverner. C'est ça aussi l'objectif pour l'Europe écologique. C'est effectivement la direction des écologistes pense déjà à l'élection présidentielle et comme vous le disiez, c'est notamment le cas de Yannick Jadot. Les vents sont porteurs aujourd'hui, le contexte est porteur pour les listes écologistes et pour les candidats écologistes. Alors, on a le cas de Montpellier où la candidate qui vient d'être débarquée est suspectée, je vais dire ça comme ça, oui, d'avoir eu trop d'indulgence ou de complaisance pour l'extrême gauche, mais dans bien des cas, c'est autre chose. C'est que c'est la situation inverse. Est-ce que les écologistes seront capables de s'ouvrir, horreur, sur leur droite, en tout cas sur la sorte. S'ils veulent que leur candidat en 2022 puisse avoir de réelles chances de figurer, et même au-delà, il faut qu'ils s'ouvrent un peu parce qu'il y a une dimension fervente, mais un peu sectaire parfois, du monde écologiste. On est entre militants, on n'est pas habitué. Tandis que là, ils ont une opportunité de prendre le relais d'un PS qui est effectivement... Et de montrer qu'ils ne sont pas seulement un parti de gauche, de dépasser le clivage. Je vais dire les choses autrement, si vous permettez, d'être capable de fédérer, et pas seulement de fédérer la gauche. Alors fédérer la gauche, indispensable, mais pas seulement fédérer la gauche.
Allez, on va parler d'une autre ville, c'est Saint-Étienne, puisque lundi soir s'est tenu le dernier conseil municipal à Saint-Étienne, dernier du mandat de l'actuel maire de la ville, candidat à sa réélection, Gaël Perdriau. À 2 mois du premier tour, l'occasion pour l'équipe municipale de revenir sur son bilan. Le maire en a également profité pour glisser quelques informations sur sa nouvelle équipe de campagne. On va regarder ce reportage de Céline Ercilla pour nos partenaires de TL7. Je fais un Pascal sur Saint-Étienne. Municipal de Saint-Étienne, Gaël Perdriau semble serein. Il est fier de présenter aux côtés de son équipe son bilan, d'abord financier, avec un mandat plutôt difficile marqué par les baisses de dotation de l'État. La ville aurait perdu 79 millions d'euros depuis 2014. Malgré tout, le maire annonce avoir tenu tous ses engagements. Nous avons engagé la ville dans une dynamique à la fois en termes d'urbanisme, en termes de développement économique, en termes de tourisme, en termes de vie sociale, sportive, culturelle extrêmement forte, que nous avons également désendetté la ville de manière historique. Nous aurons remboursé 73 millions d'euros de la dette, ce qui ramène une dette par habitant à 1 600 euros. Et le travail continue. Les élus travailleront sur de nouveaux projets comme la création d'une cité éducative sur le quartier Tarentaise-Beaubrun, la labellisation de la boucle verte ou bien le programme de démolition pour redynamiser la ville avec cette année 2020, 16 nouvelles opérations prévues. Mais à moins de 2 mois des municipales, d'autres préoccupations vont bientôt s'imposer pour le maire sortant. La présentation par exemple de la future équipe. C'est effectivement le moment venu, une nouvelle équipe que j'aurai à présenter avec évidemment un socle d'élus, de candidats expérimentés, parce que connaître le fonctionnement d'une collectivité aussi importante que Saint-Étienne, qui je le rappelle est la 13e ville de France, c'est indispensable. Et évidemment il y a certains collègues qui ont montré par leur engagement, par leur implication, par leurs compétences, eh bien, je dirais toute la nécessité que j'exprimerai, qu'ils demeurent à mes côtés, parce que j'aurai besoin de celle-ci pour réussir le prochain mandat. Pas encore de nom à donner, à part peut-être celui du premier adjoint. Le maire l'a annoncé entre 2 dossiers. En cas de victoire, il comptera de nouveau sur la présence de Gilles Artigue pour continuer le travail entamé. Pascal Jalabert, un mot sur la situation à Saint-Étienne. Gaël Perdriau favori à sa réélection? Oui, largement favori. Alors Saint-Étienne a connu des alternances sur les 2 dernières élections, puisque le Parti socialiste l'avait emporté en 2008, puis Gaël Perdriau l'a emporté en 2014 sous l'étiquette UMP. C'est de l'UMP centriste malgré tout. La preuve en est, c'est que Gilles Artigue, qui est le centriste historique de Saint-Étienne, et son premier adjoint, oui, il est largement favori. Face à lui, donc, il y aura Patrick Révelli, une ancienne gloire de la grande époque de la Saint-Étienne, qui est donc soutenu par LREM avec une liste qui penche quand même très à gauche. Et il y a beaucoup de listes de gauche, puisqu'il y a les Verts, il y a le Parti socialiste, il y a le PRG, qui pour le moment font chacun leur liste. Il n'y a pas de liste insoumise. La vraie question, c'est de savoir si le Front National est capable de réaliser les scores plus élevés que dans les autres grandes villes qu'il réalise aux élections nationales à Saint-Étienne. Voilà. Et le Front National, c'est une nouvelle candidate qui était candidate dans une commune plus petite, un peu plus au nord du département. Donc on va voir si le Front National est capable de réaliser aussi bien que ce qu'il fait lors des scrutins nationaux. Mais Gaël Perdriau est très largement favori. Allez, on suivra bien sûr tout ça avec une page municipale tous les jours dans le Club des Territoires. On va se rendre dans une rédaction locale, on va aussi parler municipal. On va aller à Toulouse, retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, rédacteur en chef adjoint à la Dépêche du Midi. Avant de parler municipal, on va parler de la tempête Gloria, bien sûr, qui inquiète dans votre région, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Après la neige tombée en abondance, c'est la pluie qui est attendue avec un fort risque d'inondation. Oui, bonjour. C'est en effet notre dossier du jour. La tempête Gloria qui est arrivée dans la région lundi soir. Ça s'est d'abord traduit par de fortes chutes de neige et ensuite des fortes précipitations depuis hier. Il est tombé apparemment cette nuit l'équivalent de 2 mois de pluie, principalement sur les Pyrénées-Orientales,
qui est en alerte orange ainsi que l'Aude au risque inondation et crue. Donc on suit la situation et son évolution de manière régulière, en particulier sur notre site internet. À cette heure, il y a plusieurs milliers de foyers qui seraient privés d'électricité. On a interviewé un prévisionniste qui nous explique pourquoi cette tempête est un petit peu exceptionnelle. Elle arrive au mois de janvier, ce qui est assez peu fréquent, et puis elle est exceptionnelle aussi par son ampleur, puisque l'alerte devrait durer jusque jeudi. Donc on suit ça de très près. Et on suivra bien sûr tout ça dans cette émission. Autre titre à la une de la Dépêche du Midi, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, puisque Airbus va implanter une nouvelle usine à Toulouse. C'est ça, l'information avait commencé à fuiter au début du mois, on en avait parlé, mais ce n'était pas encore officiel. Ça l'est depuis hier. Il y aura en effet une nouvelle usine Airbus à Toulouse. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Toulouse a été préférée au site d'Hambourg, mais aussi à un site des États-Unis. Donc Airbus va implanter cette nouvelle ligne de production destinée à l'A321. C'est la version la plus longue de la famille A320, et ce sera à Toulouse que sera construite cette nouvelle usine d'ici 2 ans. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi, l'économie locale, puisqu'il y a 500 emplois à la clé. Alors Toulouse a été préférée aux autres sites parce qu'il y avait de l'espace disponible ici près des sites d'Airbus. Aussi parce que la fin de la production de l'A380 qui a été annoncée pour à l'horizon 2021 va libérer de la place. Et puis rappelons que Airbus a un carnet de commandes copieusement rempli et que l'entreprise aéronautique est redevenue numéro 1 mondial devant Boeing l'année dernière grâce à ses commandes, mais aussi profitant un peu des déboires de l'avionneur américain. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la région. Et voilà, bonne nouvelle. Effectivement, on va terminer par un point sur les municipales. Éric Berger, comment se passe la campagne à Toulouse ? La campagne s'anime quelque peu. Hier, il y avait une figure un peu locale du Parti socialiste, Georges Méric, le président du conseil départemental de Haute-Garonne, qui tenait un point presse où il a évoqué les priorités du département. Évidemment, on l'a interrogé sur les municipales, en particulier dans la ville rose. Georges Méric a expliqué que selon lui, la ville de Toulouse était prenable pour la gauche. Ça s'annonce toutefois très difficile parce qu'il a aussitôt regretté les divisions de la gauche, de l'opposition locale, qui se présentent avec 3 listes principales. Celle de Nadia Pelfig, qui est la candidate investie par le Parti socialiste, qui est une vice-présidente du conseil régional. Celle de Pierre Cohen, l'ancien maire socialiste qui a quitté le PS depuis. Et puis on a une liste aussi qui est emmenée par un candidat écologiste, Antoine Maurice, qui est à la tête d'un collectif citoyen, l'Archipel, soutenu par les Verts, par des membres de la France insoumise. Ça fait 3 listes contre Jean-Luc Moudenc, le maire sortant LR, soutenu par LREM. Ça paraît un peu beaucoup pour la gauche. En tous les cas, les premiers sondages semblent donner Jean-Luc Moudenc net vainqueur ici à Toulouse. Vous viendrez bien sûr nous en reparler régulièrement de cette campagne à Toulouse et dans votre région. Éric Berger, on va revoir la une de la Dépêche aujourd'hui. Le Grand Sud face à la tempête. C'est à lire dans votre journal. Merci Éric Berger d'avoir été en direct avec nous depuis Toulouse. Et je vous le disais, on continuera bien sûr à parler municipal tous les jours. Demain, on fera notamment un point sur la campagne à Marseille avec nos partenaires de la Provence. On va parler d'un autre sujet, de ce qui se passe au Sénat, puisque le Sénat a débuté hier l'examen de la loi bioéthique. Avant d'en débattre, on va faire un point avec Fanny. Fanny, le Sénat qui débute donc l'examen de la loi bioéthique, qui comprend entre autres la PMA pour toutes, un sujet qui divise, notamment à droite. Il y a eu un premier vote déjà hier sur le sujet qui a permis de voir les positions. Oui, effectivement. Sur l'article 1er, celui dont on a beaucoup parlé, qui autorise donc la PMA pour toutes les femmes, y compris donc les femmes seules et les couples de femmes, eh bien à droite au Sénat, les avis sont partagés. D'un côté, il y a ceux qui sont pour. Alain Milon, par exemple, il était tout à l'heure sur notre plateau, président Les Républicains de la Commission des Affaires sociales. Il y est favorable, il est même favorable à la gestation pour autrui, la GPA, un avis très minoritaire évidemment dans sa famille politique. Du côté des pour, il y a aussi le président du Sénat, Gérard Larcher. Il s'est dit plutôt ouvert à la PMA et cela depuis plusieurs mois. Je vous propose de l'écouter, c'était en septembre dernier. Nous pourrons avoir les uns et les autres
des positions différentes. La mienne, vous la connaissez, je suis assez ouvert sur ce sujet-là. Je l'ai dit depuis très très longtemps, mais je dois veiller à ce qu'il y ait un débat de grande qualité, de grande hauteur. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont farouchement opposés. Il y a Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, Muriel Jourda, sénatrice LR du Morbihan, qui est co-rapporteur de la commission sur la loi bioéthique. Et puis on peut citer aussi Sébastien Meurant, sénateur LR du Val d'Oise. Il était hier sur notre plateau sur Public Sénat. Je pense qu'être moderne, c'est pas céder à l'air du temps et ce qui semblera être l'air du temps. Moi, je crois que ce qui est primordial, c'est de défendre les droits de l'enfant et le droit qui priverait de père un enfant à naître, pour moi, est quelque chose de scandaleux. Le droit doit être le reflet d'un quelque chose qui est souhaitable. Et ce qui est souhaitable pour un enfant, c'est d'avoir un papa et une maman. Et puis enfin, il y a ceux qui s'étaient dit prêts à réfléchir sur le sujet, sur cette question, même si elle n'allait pas dans le sens de leurs propres convictions, notamment religieuses. Écoutez, Roger Carucci, c'était hier pendant la séance. Moi, je suis issu d'une famille très religieuse, très pratiquante, et qui, probablement, si mes honorables parents étaient encore vivants, s'opposerait fermement à tout ça. Et en réalité, je ne vote pas la loi, ni sur ces sujets-là, ni sur les autres, en fonction de mes convictions personnelles, mais en fonction de mon intime conviction de ce qui peut se faire de mieux ou du moins mal possible pour la société et pour les évolutions. Alors, hier en séance, on rappelle que le Sénat a donc donné son accord à la PMA pour toutes les femmes. En effet, les sénateurs n'ont pas adopté les amendements qui visaient à supprimer l'article 1. Ces amendements de suppression ont donc été rejetés par 162 voix contre 126, avec 37 abstentions. On rappelle que déjà la semaine dernière, le texte avait été étudié en commission et que la commission du Sénat avait déjà donné son feu vert à la PMA pour toutes. En effet, Bruno Retailleau et Muriel Jourda avaient déposé un amendement pour supprimer l'article 1 qui déjà avait été rejeté. On rappelle enfin que ce projet de loi doit être débattu en séance pendant 15 jours et le vote final aura lieu début février. Merci beaucoup Fanny pour ce rappel et cette explication très précise sur les divisions à droite. Un texte qui divise la majorité sénatoriale, on l'a vu hier pendant le vote. Alors c'est pas le vote de l'article, Fanny le disait, mais c'est le vote qui visait à supprimer ou non cette mesure et 57% du groupe LR a voté contre. Ce n'est pas surprenant, en fait on est au Sénat où les sénateurs ont plus de recul et surtout plus de liberté de vote. Alors déjà, c'est un sujet sur lequel il y a liberté de vote, mais là, Roger Carucci l'a bien exprimé, chacun vote comme il l'entend. Alors il y en a, c'est en fonction de leurs convictions, et c'est vrai que c'est pas très surprenant de voir Bruno Retailleau contre, parce qu'il est conforme à lui-même. Gérard Larcher, il ne faut jamais l'oublier, est protestant. Et donc, il y a une vraie ouverture sur le sujet. La gauche est plutôt favorable, et on a déjà vu, en 2011, les sénateurs avaient déjà voter la PMA. Donc, quelque part, on a une image d'un Sénat rétrograde de droite. En fait, sur les questions sociétales, ils sont souvent plus ouverts, avec effectivement des débats aussi de qualité, parce qu'il n'y a pas l'enjeu politique de soutenir ou pas la majorité, de soutenir ou pas le gouvernement. Ils débattent, ils discutent, et je pense que le texte qui sortira du Sénat sera un texte assez libéral. Est-ce que c'est un texte risqué pour la droite, ou est-ce que c'est un texte où le débat se fait sur le fond, comme le rappelle Samuel, et où la politique, finalement, n'a pas sa place ? Je ne sais pas si la politique n'a pas sa place. Ce qui s'est passé hier est un vote symbolique extrêmement intéressant, je dirais même passionnant. Effectivement, ça répond à la grande tradition du Sénat de la liberté de vote, chacun en fonction de ses convictions. On a même entendu effectivement Roger Carucci dire mes racines, mes convictions sont celles-là, mais je tiens compte de ce que j'entends. Non, c'est très intéressant parce que au-delà de ce qui s'est passé dans le passé et des divisions qu'on voit encore aujourd'hui, il y a une évolution fondamentale, enfin très forte en tout cas, de la droite française par rapport à ces questions de société. D'une part, dans les têtes, beaucoup s'aperçoivent que tout ce qui avait été annoncé en termes dramatiques, je pense au mariage pour tous, finalement, à l'arrivée, où est le problème, quelque part je veux dire, il faut se rappeler qu'ils se rappellent tous qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes de façon répétitive qui ont été amenées à défiler dans les rues, et pour quel résultat ? Pour quel résultat, mais aussi, pas seulement parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur objectif, mais parce que, et au fond, où est le drame ? Où est le problème ? Et puis, la deuxième chose, c'est que à droite, on s'est aperçu que ce
polariser de façon centrale sur les questions de société, ça empêchait de fédérer et ça divisait le propre camp de la droite. Donc, il ne s'agit pas pour la droite d'oublier, pour les gens de droite, d'oublier leurs convictions. Ils en ont qui sont d'ailleurs diverses, mais il s'agit de revenir un peu aux fondamentaux de la droite. Ce n'est pas sur ces terrains-là. D'une part, ce n'est pas sur ces terrains-là de société que la droite est attendue par la majorité des Français. Et la deuxième chose, c'est ce n'est pas avec un clivage exacerbé sur ces sujets-là que la droite peut espérer fédérer. Or, elle aspire à gouverner à nouveau les Français un jour. Encore faut-il qu'elle en réunisse les conditions. Donc, c'est intéressant ce qui s'est passé hier. Il y a une ouverture. Certains, effectivement, restant radicalement hostiles, c'est leur liberté la plus totale, mais ça bouge dans les têtes et ça a un sens politique. Pascal. Oui, c'est un sens politique. Je crois que la droite a quand même été instruite du résultat des européennes, où elle avait mis en tête de liste un candidat qui affichait des positions conservatrices sur les questions de société. Il est même allé très loin par rapport à l'affaire Vincent Lambert à un moment donné. Et la droite, en effet, plus elle se polarise là-dessus... Et François-Xavier Bellamy, qui était d'ailleurs dans la manifestation anti-PMA pour tout dimanche. Plus elle se polarise là-dessus, moins elle élargit son socle. Et surtout... les Français disent, bon, écoutez, s'ils ont que ça à s'occuper, c'est pas l'urgence du moment, c'est pas sur ça qu'on a envie que la France soit jugée, etc. Même François Hollande, le mariage pour tous lui avait été reproché par une partie de la population, non pas sur le fond, mais qu'est-ce qui perd du temps avec ça? Qu'est-ce qui s'occupe de ça? Et le politiser à l'outrance, aux yeux de beaucoup. Qu'est-ce qu'on politise ces sujets-là, alors que les priorités, elles ne sont pas là. Les priorités des Français, on les connaît, c'est le pouvoir d'achat, c'est en effet maintenant l'avenir de la planète, et puis c'est la préservation du modèle social. Rapidement, on parle de la droite, Samuel Le Goff, mais sur ce texte, il n'y a pas que les LR qui sont divisés. Les centristes sont aussi divisés, et même à La République En Marche, hier, il y a 5 sénateurs qui ont voté contre la PMA pour toutes. Oui, parce que les opinions personnelles, parfois, se détachent de l'étiquette politique, qui peut avoir d'autres contingences. Et puis, il ne faut pas oublier que ce texte, ce n'est pas que la PMA pour toutes. C'est toute une série de débats. D'autres questions, très oui, profonds, absolument. Dont on parlera, bien sûr. Avec des clivages qui seront différents, mais avec des débats aussi. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Mais la PMA pour toutes donne effectivement un signal que le Sénat est ouvert sur les questions. Et on en reparlera bien sûr de ces questions, notamment sur les tests génétiques, les embryons, puisque le texte, la loi bioéthique, est examiné pendant 2 semaines au Sénat. Avant de se quitter, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Et c'est avec vous, Fanny. Et Fanny, on commence avec Ouest France. Oui, Ouest France, regardez cette photo. On se pose cette question. Les policiers municipaux doivent-ils être armés? Avec cette photo prise à Nantes, on le sait, les élus avaient eu un recours croissant à l'armement des policiers suite aux attentats de 2015. Désormais, les chiffres se stabilisent, mais ce sujet qui fait débat, c'est donc à lire dans Ouest France. À la une de l'Ardennais. L'Ardennais, cette photo de Marine Le Pen. Regarde, on va parler des municipales. Le RN en quête de candidats. À lire dans le journal, on apprend, en dépit d'un fort ancrage local, le Rassemblement national peine à constituer des listes dans les petites villes pour ces élections municipales qui ont lieu donc dans 2 mois. À la une du bien public. Dans le bien public, regardez cette photo, noir et blanc, nous propose un retour en archive, une série à lire désormais dans le bien public, en vue évidemment des municipales, où on retrace toutes ces élections depuis 1919. Et on termine avec l'écho républicain. Oui, l'écho républicain. Regardez, le très haut débit entre en campagne. Le conseil départemental a choisi d'équiper donc le département en très haut débit. Une mesure qui permettra un accès Internet dans les zones les plus rurales en attendant la mise en place de la fibre optique en 2022. Et merci beaucoup, Fanny, pour cette revue des unes. Pascal, on va terminer avec votre une. C'est la une du Dauphiné libéré, parmi les nombreuses unes, bien sûr, du groupe EBRA. Comment mieux gérer la question migratoire? Oui, c'est notre dossier demain dans les pages France. Donc, avec un constat, non seulement la France ne sait pas accueillir, surtout elle ne sait pas instruire les dossiers de ces demandeurs d'asile. On met 2 fois plus de temps que l'Allemagne et on n'arrive pas à décider si on intègre quelqu'un ou si on l'expulse. Donc c'est une politique à revoir de fond en comble malgré les lois qui ont été votées par les différents gouvernements ces dernières années.
Voilà, et c'est donc à lire aujourd'hui dans le Dauphiné libéré. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Samuel Le Goff, merci Pascal Jalabert, merci Dominique de Montvalon, merci Fanny. À la semaine prochaine, nous on va se retrouver demain. On va continuer bien sûr à parler de ce projet de loi bioéthique qui est examiné au Sénat. Je vous rappelle l'information de la séance de cette nuit. Le Sénat qui a donc refusé de supprimer la PMA pour toutes du texte. L'article continuera d'être examiné aujourd'hui, devrait être voté dans la journée dans l'hémicycle du Sénat. On en parlera. Et puis notre invité politique demain, ce sera Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. On reviendra bien sûr avec lui sur les différentes actions de la CGT, notamment ces coupures de courant en Ile-de-France. On lui demandera ce qu'il en pense. On parlera de la réforme des retraites, jusqu'où doit aller la contestation et comment il la voit. Et puis on parlera des municipales, évidemment. Je vous le disais, on sera notamment en direct de Marseille avec nos partenaires de la Provence pour faire un point sur cette campagne. Voilà donc pour le menu de demain. On vous attend à 17h30. Vous retrouvez Rebecca Fitoussi. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct, en exclusivité sur notre antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.